Philippe Bloch, bonjour. Bonjour. Vous nous faites l'amitié de venir nous parler du livre que vous venez de publier, qui s'appelle Service compris 2.0. Service compris 2.0. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Qui êtes-vous d'abord? Quel est votre parcours? Pour qu'on sache vraiment mieux qui vous êtes, même si je crois que vous êtes déjà très connu quand même. Oh, pas très connu, non, mais effectivement j'ai eu l'occasion d'exprimer assez souvent sur ce sujet, en tout cas du client. Pourquoi Service compris 2.0 et qui je suis? En fait, tout a démarré il y a déjà 25 ans. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit Service compris 2.0 en 2011 et qu'il est sorti le 24 janvier 2011, parce que ça faisait exactement 25 ans après l'apparition d'un premier bouquin qui s'appelait lui Service compris et qui est sorti en 1986 dans un environnement qui était éminemment différent économiquement de celui d'aujourd'hui. Même si on va en parler peut-être, le français lui a peu changé en matière de relations clients et d'aptitude à servir et à aimer ses clients. Mais en tout cas, à l'époque où je rentrais de ma coopération, et j'étais à l'époque éditeur du magazine Expansion, je veux dire que tout m'énervait. Les Français ne me paraissaient pas extrêmement souriants et que mon vrai rêve secret, je peux l'avouer aujourd'hui, c'était en fait de rendre tous les Français souriants et serviables. Alors je reconnais que le bilan est un peu mitigé 25 ans plus tard. Mais en tout cas, ce bouquin avait un peu marqué les esprits parce qu'il a eu un parcours assez étonnant, puisqu'en fait, dès la première année, on en a vendu quelques 100 000 exemplaires, ce qui était quand même rare sur un bouquin business, et qu'il a terminé sa carrière 18 ans plus tard à 500 000 exemplaires, ce qui n'était jamais arrivé. Donc il était un peu devenu un ouvrage de référence sur ce thème. Après, moi-même, j'ai créé plusieurs entreprises, dont une tout bêtement d'ailleurs de conseil et de formation dans la foulée du succès du bouquin en 87, où on a fait énormément de tas de choses. Les premiers indices de satisfaction client, les premiers baromètres, les premières visites mystères. C'était le début, en fait, où la France découvrait le client. J'ai créé ensuite une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café en 1994, parce qu'au fond, le conseil m'ennuie et que j'avais envie, de me tester sur cette thématique du client, de savoir si je serais capable de le faire moi-même. Et j'ai copié Starbucks aux États-Unis, qui était une jeune enseigne où il y avait à l'époque que 200 cafés aux États-Unis, avec beaucoup de difficultés initiales, mais au fond une belle aventure qui a duré 10 ans et qui s'est terminée en 2004 en ce qui me concerne, avec une quarantaine de points de vente et à peu près 250 collaborateurs, où j'ai vraiment vécu les difficultés de la mise en œuvre de mes convictions. Alors en fait, je sais que ça marche, je sais que c'est extraordinairement difficile, extrêmement chronophage, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il y a un problème de valeur d'exemple évidente du management à tout moment, chaque jour, chaque minute, chaque heure. Très belle aventure, mais qui m'a quand même fait comprendre que j'ai raté quelques trucs, je vous ai raconté, ça a été assez public. J'en ai quand même aussi réussi quelques-uns, notamment l'état d'esprit des gens dans cette entreprise. C'est-à-dire que les gens chez Columbus étaient gentils, ils étaient formidables, ils aimaient leurs clients. Pourtant je ne les payais pas bien, j'ai payé au SMIC, il n'y a pas d'autre moyen dans ce métier de la restauration rapide. Mais on voit bien qu'il y a d'autres outils pour motiver. Ça a marché. Et ce que je pensais être en fait l'ADN de cette société, dont je croyais vraiment que c'était le sens du client, l'envie de lui faire plaisir. Vous savez, notre ambition, c'était non pas de vendre du cappuccino ou des muffins, mais de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. C'est pas le même métier. Quand on voit une petite parcelle de bonheur dans la journée de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quand on voit un cappuccino, c'est pas la même chose. Et effectivement, je pense que les gens le faisaient bien, le faisaient avec beaucoup de cœur. Mais quelques temps après mon départ, et je ne dis pas que j'étais un surhomme, je dis juste que c'était notre priorité ensemble. Et lorsque la boîte a été reprise par des financiers, qui leur demandaient plus comment tu vas, mais combien tu vas chaque matin, et ben, ce que je pensais être l'ADN de l'entreprise n'était pas son ADN. Ils sont redevenus finalement assez normaux, et même j'allais dire dramatiquement normaux pour certains, ce qui m'a fait comprendre en fait que le français n'était finalement pas très serviable, que c'était pas forcément, enfin je provoque souvent en disant que la gentillesse ne fait pas forcément partie de l'ADN des Français au travail, mais j'en suis à peu près convaincu aujourd'hui. C'est un effort constant, c'est possible, mais c'est difficile. Et effectivement aujourd'hui, j'aurais terminé cette très longue introduction sur mon parcours. Depuis effectivement j'ai 3 vies, puisque je fais pas mal d'interventions sur ce thème dans des entreprises. J'anime beaucoup de conventions, plutôt de manière journalistique, parce qu'en fait j'ai aussi une émission de radio et de télé sur BFM TV et BFM Business. J'investis dans des structures et dans des entreprises plutôt de la nouvelle technologie. J'adore inventer un peu les métiers qui roupillent. Et puis de temps en temps j'écris des bouquins comme Service compris 2.0 que j'ai édité moi-même. On en reparlera peut-être si vous le souhaitez, sur un format innovant qui est à la fois une application, un abonnement, un e-book et du papier, parce que là aussi même l'édition n'échappe pas à la révolution technologique et digitale. Ce que je retiens, c'est une sorte de pessimisme, quand même, en disant l'homme n'est pas naturellement, du moins l'homme français, oui, n'est pas naturellement aimable. Non, c'est vrai, je pense sincèrement. Il faudrait l'y contraindre. Vous ne pensez pas que c'est plutôt le contexte qui conduit l'homme français naturellement aimable à ne pas l'être? Non. Parce que le contexte, ça fait 25 ans, le contexte aurait changé. Alors ça fait 25 ans qu'il n'est pas naturellement souriant ni aimable. Enfin, je suis très heureux en disant ça. Est-ce que la conduite des entreprises n'est pas assez intangible au point que le management humain est resté, même depuis 25 ans, relativement constant,
et les mêmes causes produisant les mêmes effets, conduit le salarié à se sentir un peu quantité négligeable, pas très important, et du coup il en donne pour son argent au patron et au client. C'est en grande partie ça. Je crois que là où vous avez complètement raison, c'est vous évoquez le management, la relation, le respect, c'est ça qui fait une vraie différence. Or aujourd'hui, c'est vrai que le management latin, en tout cas français, n'est pas toujours très respectueux des hommes. Et on a vu aussi que l'économie a un peu malmené les entreprises, les dirigeants qui ont été plus souvent sur la dictature de la bourse et de leurs actionnaires que de celle du client, qui ont eu des hauts et des bas. Enfin, c'est quand même un thème, moi ça fait quand même 25 ans que j'interviens sur ce thème, il faut quand même être clair, il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens très constants. Et il y a des tas de gens qui s'enthousiasment pendant 2 ans sur le projet cap client, relation client, 100% client, enfin on a tous vu tout ça dans toutes les entreprises du monde, et notamment françaises, avec une constance absolument faible, et du coup au bout de 2 ans on repassait aux bonnes vieilles habitudes. Et surtout on ne change rien d'autre. Surtout pas, et on ne change pas l'exemplarité du management, on ne change pas l'empowerment, dont je vous rappelle quand même que c'est le seul mot anglo-saxon pas traduisible en français, ça a donné plus que du pouvoir, mais de faire confiance au bon sens des premières lignes pour qu'elles donnent envie, pour leur donner envie, pour faire appel à leur intelligence pour bien satisfaire le client. Il y a quand même l'émergence d'une nouvelle thématique et qui est assez nouvelle, et même aux États-Unis, vous savez que le bouquin américain de management, l'un des bouquins américains de management qui aujourd'hui fait un carton, s'appelle Employees First, Customers Second, c'est-à-dire en fait les clients, les salariés d'abord, les clients ensuite. Aux États-Unis aussi, c'est presque une révolution de dire ça. On a juste un peu oublié que pour avoir, et pourtant c'est tellement banal, tellement basique de le rappeler et de le répéter, on a un peu oublié que pour avoir des salariés qui ont envie de bien satisfaire nos clients, il faut quand même considérer avant tout que ce sont nos premiers clients, nous en tant que managers. C'est pas naturel, c'est pas une approche normale, même aux États-Unis, hein, très honnêtement, très sincèrement. C'est le maillon clé, mais quand on demande aux gens de raconter des belles histoires de relations clients, oui. Le premier exemple qui leur vient en règle générale, c'est un commerçant de proximité. Tout à fait. Et ce qui veut dire que quand l'individu français commerçant, il commerce pour son propre compte dans des contraintes qu'il s'est choisies, il est généralement aimable. Bien sûr. Non mais quand je dis que tout le monde n'est pas gentil, c'est évidemment pas vrai. Il y a des gens formidables, il y a des exemples formidables. D'une façon générale, c'est le système, c'est les organisations qui... La grande entreprise broie les énergies, broie l'envie, broie le désir, broie la proximité. Donc tout ça, c'est autant d'éléments qui font qu'on est un petit peu moins à l'écoute de nos clients. À l'évidence, moi chez Columbus, quand j'ai quitté Columbus Café, on était au début de la franchise. Et on savait bien en fait qu'il y avait une grande difficulté de franchiser, c'est qu'il fait d'abord que le concept ait fait ses preuves. Et puis on voyait bien aussi qu'un franchisé, ça bosse beaucoup plus, c'est son argent, c'est sa motivation. Et en général, la qualité de service est plutôt meilleure chez un franchisé qu'elle ne l'est parce que c'est son argent qui est en cause. Il est proche de ses clients, il est proche de ses équipes. La proximité physique, affective est vachement importante en matière de management pour réussir. Il se pose des questions sur ce qui va faire marcher son business. Bien sûr, bien sûr. Il va vite prendre conscience que quand il est aimable, quand il est dynamique, quand il est serviable, ça fait une vraie différence. Et le client va revenir, et il va trouver qu'il est mieux que le voisin, etc. Et ce qui est très curieux, c'est que ce qui est évident pour l'individu, on le perd de vue quand on est dans l'organisation et on ne situe plus les priorités à ce niveau-là, alors que l'individu spontanément sait que la priorité est là. C'est pour ça qu'un tiers des Français veulent créer leur propre entreprise, parce qu'ils sentent bien que dans l'entrepreneuriat, il y a cette liberté, cette capacité à décider de son sort, à prendre ses décisions. Et au fond, je crois que les petites entreprises sont évidemment plus serviables que les grandes. Alors pour maintenant passer à... Même si elles manquent de moyens, et elles n'ont pas les mêmes moyens que les grandes. Là, vous êtes passé au mode 2.0, dans la dernière édition. Oui. Est-ce que vous entrevoyez des raisons d'espérer, d'être confiant dans le fait que l'aspect Web 2 va être un ingrédient particulier qui peut changer cette alchimie et faire en sorte que la notion de satisfaction, de service, le plaisir de faire service et non pas uniquement l'intérêt de rendre service, est-ce que ça peut changer les choses? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, quand j'ai écrit, si j'ai dit service compris 2.0, c'est à la fois un gimmick et puis un petit clin d'œil par rapport au premier bouquin, mais c'est aussi pour faire comprendre que ce qui a fondamentalement changé dans l'environnement économique entre 86, service compris 86 et 2011, service compris 2.0, c'est quand même l'explosion des nouvelles technologies et la façon dont elles ont révolutionné notre quotidien, et du coup, elles révolutionnent complètement la relation client, parce qu'il faut quand même être clair, le client, entre guillemets, 2.0, alors dans 2.0, on voit beaucoup le sens communautaire, on peut en parler aussi, mais j'y mets globalement le client des années Internet dans ce concept-là. Il est évidemment très différent des précédents, il est devenu extrêmement impatient, il ne supporte pas que dans la vraie vie les choses soient compliquées, là où en ligne tout paraît simple, il est éminemment comparateur de tout, il est à l'affût des bons plans, il ne supporte plus de payer plus cher qu'il ne le pense, il considère qu'il se fait avoir en permanence, donc forcément il faut justifier plus que jamais le prix de ses prestations, surtout qu'on est quand même dans un pays, la France,
où le Français adore demander tout et le contraire de tout, mais ne veut jamais en payer le prix. Il est extrêmement zapper, il est extrêmement compétent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant d'acheter quoi que ce soit une prestation B2B, B2C, il bosse, il se renseigne, il va sur des forums, il explore le web dans tous les sens, il passe. On dit que c'est moins cher le web, mais il ne faut pas oublier qu'on passe notre temps à payer avec le temps qu'on y passe, c'est-à-dire qu'on achète moins cher, mais on y passe après 6 heures de comparaison, cette valeur temps, on l'oublie un petit peu de temps en temps. Le web a des implications absolument phénoménales dans tous les domaines. Et effectivement, aujourd'hui, ce que j'observe, ce que je constate, c'est que j'ai parfois le sentiment que la technologie a finalement beaucoup plus simplifié notre vie que les hommes. C'est-à-dire que je pense qu'elle évolue beaucoup plus vite que les Français, ou d'ailleurs que les Allemands, ou que les Italiens, etc. Et qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on retrouve dans l'ensemble, par exemple, du commerce, c'est des enjeux absolument phénoménaux, de se dire que si dans la vraie vie, on accueille moins bien les gens qu'ils ne prennent de plaisir à être en ligne, si on les accueille à des horaires qui ne les arrangent pas eux, mais qui nous arrangent nous. Le débat du dimanche est un débat complètement périmé aujourd'hui. Quand on va avoir d'ici quelques années l'habitude permanente d'acheter tout n'importe quand, etc., et qu'on sera encore en train d'essayer de fermer le samedi soir, on va vite s'apercevoir que c'est totalement en dehors de notre époque. Et on voit bien qu'il y a un nombre incroyable de chaînes. Les banques ont ce problème en ce moment. On a ouvert des agences bancaires dans tous les sens depuis 10 ans. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi en faire. Et effectivement, les comptes ont été ouverts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des gens? Donc ça révolutionne complètement le métier de banquier. La banque américaine, qui est la plus... qui obtient le meilleur taux de satisfaction des États-Unis en ce moment auprès de leurs clients, s'appelle TD Bank. Elle a une caractéristique, c'est ses horaires d'ouverture. Elle est 7 jours sur 7, du lundi au vendredi, en gros du lundi même au samedi de 7h à 22h, et le dimanche de 8h à 17h. Et là, on est dans un vrai phénomène intéressant et qui émerge en ce moment, et dont je parle dans le bouquin, qui est la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le grand défi, c'est dans un monde de plus en plus complexe où le client veut qu'on lui simplifie la vie. L'enjeu, c'est que simplifier la vie de son client, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi. C'est-à-dire qu'ouvrir plus tard le week-end, etc., c'est compliqué pour un banquier. Mais si c'est ça qu'il faut faire pour sauver les agences bancaires, il faut peut-être se poser des questions fondamentales. Donc quelque part, je suis un peu parti loin pour répondre à votre question, mais au fond, aujourd'hui, ce client 2.0, il ne croit plus aucun discours commercial ni publicitaire classique, il écoute que ses réseaux, il écoute ses copains, il écoute ses pairs, donc il faut communiquer avec lui différemment. Il est en attente d'une formidable, d'une valeur d'usage en permanence. De plus en plus, il y a un concept que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on est en train de passer de la propriété à l'usage. Il y a énormément de prestations qu'on ne va plus posséder, mais qu'on va utiliser le temps où on en a besoin. C'est le cas de Vélib, c'est le cas du cloud computing, c'est le cas d'iTunes, c'est le cas de plein de choses comme ça. Donc il y a plein de ruptures en même temps qui nous obligent à réinventer les business models, mais à mon avis en intégrant les nouvelles technologies par la vitesse qu'elles procurent, et en n'oubliant pas que les hommes, du coup, vont devoir être utiles autrement. Donc ça repense, à mon avis, profondément le rôle de l'homme dans l'histoire. Mais est-ce que ces technologies 2.0, ça n'a pas été aussi le revers, le retour de boomerang des entreprises qui ont cherché justement à s'affranchir des contraintes de la relation client? En disant, voilà, le self-care, par exemple, c'est-à-dire le client se débrouille tout seul sur mon site internet qui est tellement bien conçu, et s'il n'est pas bien conçu du premier coup, le temps va faire qu'il va s'améliorer, et au final, le client pourra tout faire tout seul. Et de toute façon, le nombre d'entreprises qui rendent très difficile l'accès téléphonique, parce que justement ça coûte tellement cher. Un téléphone sur un site web, voilà. Bien sûr. Et donc on est vraiment dans une situation où après on peut dire oui, mais le client il est exigeant, etc., il est devenu très compétent, etc., mais aussi les entreprises ils ont méchamment aidé, puisque de toute façon la porte est fermée. Et donc le client il se débrouille tout seul. Il n'y a plus des distributeurs automatiques de guichets sur le trottoir, en fait, c'est ça. Je vais vous raconter une anecdote. Mes parents qui sont âgés, qui habitent en province, ont passé 3 mois à Paris cet hiver, et ma mère m'appelle un jour, elle me dit: est-ce que tu peux nous prendre des tickets de métro? Alors je dis: écoute, pourquoi pas, mais pourquoi tu n'en achètes pas? Elle me dit: parce que je ne sais plus le faire. Je dis: pourquoi tu ne sais pas le faire? Elle me dit: mais il n'y a plus personne dans la station de métro. Je dis: écoute, je vais m'en occuper. Il se trouve que moi je suis en scooter, j'ai pas pris le métro depuis 25 ans, donc je suis allé dans une station de métro et je suis allé voir cette espèce d'horreur de distributeur de billets avec le machin autour, on n'y comprend absolument rien. Et ce qui est intéressant, c'est que là on est dans une vraie problématique du moment, vous avez absolument raison, les boîtes ont poussé les gens à faire ça, et elles ont créé ce que j'appelle dans Service Compris 2.0 le do-it-yourself customer, le client do-it-yourself, où en gros, à qui on demande en gros non seulement de co-construire des services, etc., mais de tout faire à notre place. Et du coup, ça change complètement aussi la façon de le satisfaire. C'est-à-dire de plus en plus, passé mon temps à dire dans les années précédentes qu'il fallait satisfaire ses clients, et puis après ça j'ai dit qu'il fallait les enthousiasmer. Maintenant je suis en train de dire que ça suffit plus, il faut aussi les aider à réussir. Parce que lorsqu'on leur confie toute une série de tâches, et notamment à certaines populations, les seniors et d'autres, les jeunes, les seniors, les gens qui ont des handicaps quelconques, etc. Les ruraux, éventuellement, tous ces gens-là, eh bien si on ne les accompagne pas dans cette nouvelle dimension du boulot qu'on leur donne, on aura un vrai sujet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les enjeux bougent terriblement, et ça c'est un enjeu nouveau qui n'existait pas il y a encore quelques temps. Et ça pose la question de la définition de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Si l'entreprise, elle est avec le client qui fait lui-même,
quelle est la vraie définition d'entreprise? Est-ce que c'est son capital? Est-ce que c'est son nom? Est-ce que c'est son territoire? Quel est son territoire? C'est évidemment tout ça à la fois. Moi j'ai tendance à penser, après mes expériences de Columbus notamment, et puis tout ce que j'observe dans toutes les boîtes, c'est quand même que, vous savez, c'est Disney qui disait, c'était dans mon bouquin de Service Compris, il y a 25 ans, vous pouvez construire le plus bel endroit du monde, mais ce sont toujours les hommes qui permettent au rêve de devenir réalité. Je crois que c'est presque encore plus vrai. Je veux dire, déjà à l'époque, on disait plus on va aller vers le high-tech, et à l'époque on ne savait pas ce que c'était que le high-tech, en tout cas on n'avait pas un instant l'idée de ce que ça allait devenir comme c'est devenu, et on disait plus on va avoir besoin de high-touch. Je crois qu'il y a une espèce de rééquilibrage qui n'est pas simple à opérer. Parce qu'en plus ça coûte cher, les hommes coûtent cher, la technologie parfois coûte moins cher, elle est plus rapide, plus efficace. Pour être très sincère, les applications de la SNCF sont merveilleuses, et moi aujourd'hui je préfère avoir sur mon iPhone une application SNCF Direct qui m'indique que mon TGV va être sur le quai 12 à telle heure et qu'il aura 12 minutes de retard, que un type que j'essaie de chercher dans une gare qui ne sait pas où est le TGV, ni s'il est en retard, etc. Donc la technologie parfois fait mieux le boulot que les hommes, mais parfois les hommes sont indispensables. Donc la difficulté à mon avis du moment, c'est que tous les business models sont concernés. Il n'y a pas une seule type d'entreprise ou un secteur d'activité qui ne soit pas contraint de réinventer son business model à l'aune des nouvelles technologies. La vraie difficulté, c'est de savoir quel va être où mettre le curseur entre l'humain et la techno, comment écouter ses clients, mais pas trop non plus. Ça aussi, c'est une dimension assez nouvelle du business, je trouve. C'est que j'ai passé mon temps, pendant 20 ans, à dire qu'il fallait écouter ses clients. Je le crois de moins en moins, ça paraît bizarre de dire ça, mais je crois qu'il faut les écouter pour améliorer l'existant, mais certainement pas pour être dans la rupture, la disruption et l'innovation. C'est-à-dire que le client n'a aucune idée d'un demain, de produits différents demain. Steve Jobs nous a proposé des produits que aucun de nous n'avait demandé, ils sont nés dans sa tête. Et aujourd'hui, il a révolutionné la techno, les écosystèmes de la musique, etc. Donc quelque part, je crois qu'il y a toutes les cartes sont distribuées en même temps en ce moment, et donc ça rend le boulot d'un manager ou d'un dirigeant ou d'un entrepreneur extrêmement complexe. Parce qu'il faut aller avoir, effectivement, dire où est-ce que je mets le curseur de la techno, où est-ce que je mets le curseur de l'humain, où est-ce que je fais l'hyper-assistance, ou au contraire je le fais en do-it-yourself, comment je m'occupe des hommes, parce que fondamentalement je reviens à ça, je crois que la clé des boîtes qui vont réussir, c'est quand même celle. Vous savez, quand j'ai écrit Service Compris 2.0, j'ai bâti sur une idée qui était 360 idées. Je me suis dit, ça fait à peu près un an de boulot, plus ou moins 5 jours de repos auxquels on a bien droit. Et je les ai écrits en vrac pendant 6 semaines d'été en 2010. Et après, je les ai reconstitués dans des cases. Et je me suis aperçu que la moitié du bouquin était sur le management, les hommes. Alors bien sûr, il y a la différenciation, la technologie, la stratégie, le machin, et les hommes, quoi. Donc c'est assez fondamental et on n'est pas très très bon là-dessus. On oublie à quel point c'est ça la clé de la différenciation. C'est aussi la plus chronophage. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Ça donne vraiment envie de le lire. Merci beaucoup. À bientôt.